Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 juin et Cristiano Ronaldo is back, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'attaquant portugais lui-même qui a clamé ça à 2 reprises après son doublé face à l'Ouzbékistan. Une belle victoire du Portugal qui permet de dire aux fanboys de Cristiano Ronaldo qu'il ne faut jamais sous-estimer le GOAT et qui a été un peu moqué par d'autres étant donné que l'Ouzbékistan n'est pas l'adversaire le plus redoutable. Reste que de mon côté, je vais essayer de ni tomber dans l'un ni tomber dans l'autre et je trouve quand même que c'est une formidable nouvelle pour le Portugal ce résultat et c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Nous parlerons également du résultat de Angleterre face au Ghana et c'est très décevant, c'est un match nul 0-0. On ira ensuite du côté des clubs pour parler en Ligue 1 de la situation financière de ASM qui se voit entre guillemets sanctionnée par la DNCG, des emplettes de la Juve du côté du Real Madrid et on terminera alors qu'il fait plus de 30 degrés et que j'ai un spot sur la gueule avec un sujet qui est terriblement d'actualité, à savoir les pauses fraîcheurs durant la Coupe du Monde. Est-ce que ça se justifie quand il fait 18 degrés sur le terrain qu'il pleut? Non, mais oui, et Infantino a un discours assez intéressant à décrypter là-dessus. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Ronaldo critiqué, Ronaldo qui répond sur le terrain, mais moi ce qui me rassure davantage c'est la dynamique globale du Portugal au cours de cette rencontre. L'Ouzbékistan n'est certes pas un ogre de cette Coupe du Monde, mais il y avait tellement de polémiques, il y avait tellement de drama qui était en train de monter depuis le premier match du Portugal que je commençais à avoir peur que ça gâche tout pour les Portugais. Et bien ici tu as vu une équipe qui a avancé comme un seul homme et ça c'est hyper positif. Ça a donc fait 5-0 pour le Portugal et voici les compositions qui étaient alignées. On retiendra évidemment les 2 buts de Ronaldo, mais je veux également parler du coup franc qu'il a laissé à Nuno Mendes et qui a permis au latéral de marquer. C'est sans doute le plus surprenant de la rencontre selon moi, parce que voir Cristiano Ronaldo marquer 2 buts contre l'Ouzbékistan, moi je m'attendais davantage à un but, mais je me disais il va pas louper cette occasion. En plus les buts de Cristiano Ronaldo sont plutôt beaux, c'est loin d'être des tapines ultra faciles, mais vraiment le fait de laisser le coup franc, je trouve qu'au milieu de toutes ces polémiques, ça permet de montrer que Cristiano Ronaldo, il peut prendre des décisions pour le bien de son équipe et ça a été attendu le fait que Ronaldo tire le coup franc. Ça a donc donné un boulevard à Nuno Mendes pour surprendre le gardien adverse. Franchement, très bien joué là-dessus. Sinon, du côté du Portugal, un milieu de terrain efficace. Je tiens particulièrement à souligner le match de Bruno Fernandes que je trouve exceptionnel en club. Parfois moins en sélection, il faut bien le dire, mais ici, il a été à la baguette de l'animation offensive. Et du côté de l'Ouzbékistan, à part un but absolument magnifique de Gagnev qui a été refusé parce qu'il y avait eu une action litigieuse avant qui a été vérifiée à la VAR, il n'y avait pas non plus grand chose à retenir. C'est une équipe qui n'a pas volé sa qualification à la Coupe du Monde quand tu vois le niveau de sa confédération et ce qu'ils ont été capables de faire, mais le Portugal s'est amusé, il n'y avait pas photo au cours de cette rencontre, mais c'est cool pour la confiance des Portugais, ça va éviter le côté drama permanent. Ils sont 2e du groupe K derrière la Colombie et avec le dernier match ils peuvent passer devant. Le Portugal a du potentiel, le Portugal doit désormais le confirmer une nouvelle fois. Encore une petite déception pour un des favoris de cette Coupe du Monde, l'Angleterre n'a pas réussi à se défaire du Ghana, ça a fait 0-0, mais le pire c'est qu'on a quelques petites polémiques d'arbitrage qui nous font dire que les Anglais peuvent s'estimer relativement heureux dans cette situation. En tout cas, voici les compos qui étaient alignés et on retiendra une occasion manquée pour le prince Harry. Harry Kane va sûrement repenser pas mal de fois à ce but qui lui a été offert. Bellingham a eu du mal à apporter de la verticalité à son équipe et de manière générale, tu as eu très peu d'occasions franches pour l'Angleterre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Ghana avait une stratégie ultra défensive, ils sont pas sortis de leur moitié de terrain, il y a eu 2-3 contres mais franchement c'était anecdotique, il y a 79% de possession pour l'Angleterre et si on regarde la hitmap des deux équipes, oui les Ghanéens ont vraiment campé dans leur camp et ça a été un match à sens unique. Mais on sait que le Ghana, oui, c'est une nation de foot intéressante, mais non, c'est pas la génération la plus prometteuse, donc forcément, ils jouent avec leurs armes et on peut pas leur reprocher puisque ça a été payant face à l'Angleterre qui partait sur le papier ultra favori. Alors il y a des choix forts qui sont faits de la part de Thomas Tuchel. On sait que sur les ailiers notamment, beaucoup dont moi imaginerais davantage un Saka titulaire, mais on peut se poser des questions sur son état de forme. Beaucoup réclament également Rashford, mais finalement les remplaçants ont fait une entrée qui n'a pas non plus changé la physionomie du match. Et moi j'étais le premier à reprocher aux précédents sélectionneurs de ne pas faire des choix forts. Ici Thomas Tuchel ne fait pas du Southgate, donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Au niveau du classement du groupe, c'est un faux suspense à mon sens, ou plutôt un suspense qui n'est pas là où on pense, parce qu'il y a une égalité entre le Ghana et l'Angleterre, le goal average est serré, on peut se dire qu'il va y avoir une grande compétition, sauf que l'Angleterre jouera le Panama, là où le Ghana joue la Croatie. La Croatie, ils veulent aussi leur top 2, ils ont des arguments à faire valoir, donc on va dire que c'est un match très compliqué pour le Ghana, c'est un match plus abordable pour l'Angleterre, donc le suspense ce sera peut-être entre le Ghana et la Croatie pour la deuxième place, plus que pour l'Angleterre qui prendra, je pense, la première place, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Terminer les conneries financières du côté de l'AS Monaco, la DNCG encadre la masse salariale. Alors en vrai j'exagère quand je parle de conneries financières puisque l'ASM a commencé depuis déjà pas mal de temps une rationalisation des comptes extrêmement sérieuse. Ils ont beaucoup vendu au cours du dernier mercato et ça devrait se poursuivre, mais en attendant sur les salaires, eh bien le gendarme financier du football français a acté sa décision. C'était attendu parce que tu sais qu'en Ligue 1, petit 1, t'as pas de droits TV qui peuvent rapporter au club, et pour Monaco petit 2, t'as pas de Ligue des Champions, tu peux pas compter ça dans tes sources de revenus, et quand tu vois les TA des droits TV de Ligue 1, bah forcément ça fait un énorme trou dans le budget. Il va falloir s'attendre à des ventes du côté de l'AS Monaco. Il y a Akliouche qui était déjà annoncé comme potentiellement partant au cours de l'été dernier. On sait que cet été, il y a d'énormes chances que ça se fasse. Il va falloir également réfléchir à d'autres noms. On a le journal L'Équipe qui nous parle de Caio Henrique, de Balogun également. Tout ça va se négocier, mais de toute façon, ne nous voilons pas la face. La situation financière délicate de l'AS Monaco, c'est une situation que tous les clubs de Ligue 1, à l'exception du PSG qui est dans une situation particulière, vont connaître. C'est terminé la période faste, on n'a pas un copec grâce à nos droits TV, donc il faut vendre et il faut rationaliser les masses salariales. Bon, la Juve qui est un grand club mais qui n'est pas une grande équipe, qui n'est pas dans la meilleure phase de son histoire, on est désormais habitué à ce discours, mais il y a une news qui est assez symbolique, Tout au Sport en parle, c'est relayé par Eurosport en France, c'est le fait que la Juve pourrait faire ses emplettes auprès des indésirables du Real Madrid. On parle de Fran Garcia, mais on parle aussi d'un hypothétique prêt pour Mastantuono. Alors il y a deux manières de voir les choses, soit on se dit que c'est une formidable opportunité et que la Juve est maligne, soit on se dit que c'est un beau symbole de déclassement. De mon côté, je vois les deux en même temps, ils sont pas impossibles à conjuguer. On va commencer par Fran Garcia, c'est un joueur qui effectivement avec l'arrivée de Cucurella du côté du Real Madrid se retrouve encore plus relégué dans la hiérarchie, donc le Real Madrid pourrait le céder pour une somme relativement modique. Il y a peut-être une bonne affaire à réaliser puisque Fran Garcia c'est pas un joueur que je vois avec un niveau européen absolument exceptionnel, mais c'est un joueur qui est quand même un latéral offensif plutôt efficace, qui peut plutôt faire le taf, un bon petit joueur de championnat j'aurais tendance à dire. Attention néanmoins à pas le surpayer, il y a beaucoup de jeunes qui ont tendance à le considérer comme un jeune, mais au début de la saison prochaine, dans quelques semaines seulement, il aura 27 ans, donc il va pas exploser en termes de niveau à cet âge-là. Concernant Mastantuono, évidemment le joueur est plus désirable sur le marché des transferts, mais du coup le Real Madrid ne veut pas le lâcher, c'est pour ça qu'on parle seulement d'un prêt, et je verrais ça d'un bon oeil, parce que Mastantuono, je pense que c'est un joueur qui a vraiment un potentiel énorme, et les prêts du Real Madrid du côté de la Serie A, on l'avait vu avec Brahim Diaz du côté du Milan, ça peut donner des choses extrêmement intéressantes, et franchement ça pourrait être pour la Juve un moyen assez malin de recruter à peu de frais. On verra comment ça va tourner, mais de toute façon, la vieille dame aura besoin de ce genre de coup pour réussir à retrouver sa grandeur passée. Il va falloir bien travailler et il va surtout falloir être patient. Ah, j'adore Infantino concernant les pauses fraîcheurs pour la Coupe du Monde 2026. Alors évidemment, je suis ironique, mais il a une communication qui est juste à crever de rire. Il nous a dit que les pauses fraîcheurs n'étaient pas pour des critères économiques, c'était purement sportif, et il a rappelé que ça ne rapportait pas un copec à la FIFA. Et là, c'est vraiment intéressant. J'ai fait un tweet à chaud pour rebondir là-dessus, mais je vais développer un peu ma pensée, parce que là où Infantino est fort, c'est qu'il ne ment pas directement, mais il ment par omission. Oui, les pauses fraîcheurs ne permettent pas à la FIFA d'encaisser directement de l'argent. L'argent des publicités durant ces pauses fraîcheurs, elles sont pour les diffuseurs s'en mettent plein les poches, mais c'est pas la FIFA directement. Alors vous allez me dire pourquoi mettre en place ce cadeau pour les diffuseurs, après tout on sait que c'est pas sportif quoi qu'en dise Infantino, puisque on a des pauses fraîcheurs à 20 degrés parfois, c'est complètement ridicule. C'est parce que ça enrichit massivement la FIFA de façon indirecte. Quel est le métier de
de la FIFA pour la Coupe du Monde, c'est de vendre la compétition auprès de diffuseurs. Plus la compétition peut générer des revenus, plus un diffuseur va être à même de faire une grosse offre à la FIFA pour acheter les droits TV. Et comment augmenter facilement les revenus que peut générer une Coupe du Monde? Avec des pubs durant les pauses fraîcheurs. Donc ça enrichit les diffuseurs, mais du coup les diffuseurs peuvent faire de plus grosses offres à la FIFA concernant les droits de la Coupe du Monde. Donc évidemment c'est une décision qui est là pour la thune et pour la FIFA, tout le monde le sait. Il n'y avait pas besoin de travaux journalistiques de pointe pour voir ce complot absolument phénoménal. Non, on enfonce une porte ouverte, mais vraiment je tenais à souligner la communication d'Infantino qui est d'une hypocrisie absolument totale, du grand art, un grand politique ce Infantino, un mec détestable, hein, disons-le très clairement. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je sais pas encore si je vous ferai un sujet club ou sélection. J'ai quelques petits sujets sélection qui traînent, j'ai quelques petits sujets club qui traînent, c'est un petit peu ma réflexion, mon dilemme, voilà, je cherchais le mot du moment, de savoir si je reste 100% Coupe du Monde ou si je vais sur les clubs, mais il y a des choses qui m'intéressent côté football de club, donc je pense que je vais quand même en parler. Et on reparlera de toute façon de la Coupe du Monde assez vite, puisque le match de l'équipe de France va également arriver assez vite. J'en ai pas fait une news parce que j'avais pas envie d'en parler et ça n'a pas un intérêt sportif qui justifie une news à elle seule. Mais vous avez aussi vu, je pense que Didier Deschamps a malheureusement eu un décès dans sa famille, qu'il ne sera pas sur le banc face à la Norvège. C'est un très triste événement. Évidemment, toutes nos pensées avec notre sélectionneur dans cette épreuve. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup fait l'actu. Voilà, je voulais le dire pour clôturer le journal. Sur ce, je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h. Kiffez bien, hydratez-vous bien. Je me lis Kefi, salut.